Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Salon Patriotique, votre rendez-vous de réflexion et d'échange sur les grands enjeux de notre pays. Aujourd'hui, nous parlons d'un secteur souvent sous-estimé, mais porteur d'un immense potentiel pour la République démocratique du Congo. J'ai cité le tourisme. Notre pays dispose de paysages majestueux, d'une biodiversité unique, d'un patrimoine culturel riche et varié, mais aussi d'atouts humains et diplomatiques capables de faire rayonner la RDC bien au-delà de ses frontières. À l'heure où le monde se tourne de plus en plus vers l'économie verte, la valorisation de culture et la diplomatie d'influence, il est important d'aborder cette question. Le tourisme n'est pas seulement une activité de loisir, il est aussi un levier de développement économique, créateur d'emplois, générateur de recettes pour l'État et un vecteur puissant de cohésion sociale et d'ouverture culturelle. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir un invité de marque, Claver Lumanampashi, directeur de cabinet du ministre du Tourisme, son Excellence Didier Manzenga Mukanzu, qui en est aujourd'hui à son 5e mandat. Avec lui, nous allons explorer ensemble comment ce secteur peut devenir une véritable force pour l'avenir de notre nation. Mais avant d'ouvrir cet entretien, je vous prie de suivre le portrait de notre invité. Professeur Dr Claver Lumanampashi, né à Ngongo dans la province du Kwilu, est un homme politique et universitaire congolais. Il fait ses premiers pas d'études primaires à la mission catholique de Kikombo, puis ses études secondaires à l'Institut Ngemba, où il obtient son diplôme d'État en 1974. En 1977, il est gradué en pédagogie appliquée à l'Institut Pédagogie Nationale avant d'obtenir en 1980 une licence en pédagogie appliquée, option anglais à l'ISP Bukavu. Dr Claver Lumanampashi, chercheur à l'Agence internationale du développement AID en sigle, dès 1980 à 1984, il poursuit ses études supérieures aux États-Unis à l'université de Cincinnati dans l'Ohio, où il obtient une maîtrise en sciences politiques et administratives en 1987, puis un doctorat dans la même discipline en 1994. Il y enseigne également comme professeur assistant jusqu'en 2011. De retour au pays, il devient professeur à l'Université pédagogique nationale EPN en sigle. Dès 2012, au sein de la faculté de sciences sociales, politiques et administratives, et professeur de leadership à Academia University. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment publié Pensons le Congo, réflexion sur la réinvention de la gouvernance et l'impact durable du leadership transformationnel. Professeur Dr Claver Lumanampashi, homme de conviction, 5 fois directeur de cabinet ministériel. Actuellement, il occupe la fonction du directeur de cabinet du ministre du Tourisme, Maître Didier Manzenga Mukanzu. Marié et père de 6 enfants, il s'impose comme une figure politique et intellectuelle respectée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est l'invité au Salon Patriotique. Aujourd'hui, nous recevons Claver Lumanampashi, directeur de cabinet du ministre du Tourisme, à qui je dis bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, merci, Excellence. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale du tourisme. Tourisme qui, dans notre pays, pourtant, il peut constituer tout un levier de développement économique, culturel et diplomatique. Comment votre ministère, qui est aujourd'hui chapeauté pour la 2e fois par Didier Manzenga Mukanzu, travaille-t-il sur ces secteurs et comment pense-t-il en faire un vecteur de croissance en RDC? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, je vous remercie pour l'invitation à cette émission du Salon Patriotique. Merci. Ensuite, je voulais dire que c'est pour la 2e fois que Maître Didier Manzenga Mukanzu a été nommé par le président de la République comme ministre dans le secteur du tourisme. Donc, nous revenons pour la 2e fois au ministère du Tourisme, avec comme accent de faire du tourisme de la République démocratique du Congo réellement un vecteur de développement économique, social et culturel.
C'est dans cette vision du chef de l'État qui est en train d'être mise en œuvre par le gouvernement de Madame la Première ministre Suminoa, que le ministre Didier Mazenga est en train de s'impliquer agressivement cette fois-ci pour que le tourisme puisse réellement jouer son rôle ici en République démocratique du Congo. La RDC est un géant naturel avec un potentiel touristique immense. Pourquoi ce potentiel reste-t-il largement inexploité? C'est une très bonne question. Évidemment, notre pays a des immenses potentialités touristiques. On nous dit souvent que nous sommes un scandale géologique, mais je peux ajouter que nous sommes un scandale touristique également. Parce que nous avons des parcs qui ne sont pas exploités, des aires protégées dans le monde qui sont acceptées au niveau même de l'UNESCO, mais qui ne sont pas exploitées actuellement pour de nombreux défis que nous allons évidemment discuter. Nous avons par exemple le parc de Virunga. Il y a des gorilles qui sont là, mais qui ne peuvent pas être exploités pour le moment à cause de la situation d'insécurité et de guerre que nous impose le Rwanda de ce côté de notre pays. Nous avons les parcs de Kahuzi-Biega dans le sud Kivu, également non exploités, où il y a des gorilles qui peuvent être exploités au niveau de tourisme. Ce sont des aires protégées de notre pays, mais qui sont sous occupation. Nous avons le parc de Pemba, le parc de Salonga et beaucoup d'autres parcs qui sont des aires protégées gérées par l'ICSN, l'Institut congolais de conservation des natures, qui est en fait une institution sous tutelle de 3 ministères. Il y a la défense, parce qu'on doit protéger les parcs, et il y a la conservation de la nature, donc ça fait partie du ministère de la conservation de la nature, et il y a le tourisme. Voilà, donc ces aires protégées, cette potentialité n'est pas exploitée à cause de beaucoup de défis. Des défis sécuritaires, évidemment, mais aussi des défis de manque d'infrastructures, de manque d'accès à ces parcs-là. Justement, mais quelle part le tourisme contribue-t-il aujourd'hui au PIB national et quel est l'objectif du ministère à l'horizon 2030? Voilà, notre ministère ne contribue pas assez au PIB national. Je pense que c'est moins d'1%. Alors que dans beaucoup d'autres pays, c'est 20% de contribution, comme aux Seychelles par exemple, au Kenya, en Tanzanie ou Maroc, c'est entre 7 et 12% de contribution du tourisme au PIB de ce pays-là. Et pour la création d'emplois, au Maroc par exemple... Mais où se trouve le frein, ici dans notre pays? Les freins, c'est ce que j'ai dit, on n'a pas beaucoup investi dans le tourisme. Pour investir dans le tourisme, il faut construire les infrastructures. Il faut construire les infrastructures d'accès. Le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, c'est un secteur qui permet aux gens qui se déplacent, qui voyagent, n'est-ce pas, pour beaucoup de raisons, soit de découvertes, soit des loisirs, soit de santé, soit un tourisme d'affaires, pour visiter votre pays. Mais quand le pays n'a pas des infrastructures suffisantes, c'est-à-dire n'a pas des hôtels qui sont de qualité, ils n'ont pas de transport qui soit de qualité, il n'y a pas de restauration, de restaurants qui soient de qualité, eh bien, c'est limitatif. Cette limite-là, ce défi-là, fait en sorte que le tourisme n'est pas aussi exploité dans notre pays. C'est pourquoi, au niveau du ministère, nous attelons de travailler avec l'Office national du tourisme, l'ONT, à faire la promotion du tourisme. La promotion du tourisme domestique, mais également la promotion du tourisme international. Parce que ce sont les types de tourisme. Il ne faut pas seulement se concentrer au tourisme international, aux visiteurs qui viennent de l'extérieur, mais ici aussi, il faut promouvoir le tourisme domestique où les Congolais s'approprient de leurs propres infrastructures, de leurs propres potentialités. Nous pourrons alors espérer que le tourisme crée autant d'emplois en RDC qu'au Maroc ou en Afrique du Sud? Pas maintenant. Surtout avec votre avènement. Avec notre avènement, nous sommes en train de travailler en suivant la vision du chef de l'État
pour faire en sorte que le tourisme devienne effectivement un vecteur de création d'emplois pour les jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui ne travaillent pas, mais le tourisme, parce que c'est un secteur qui peut créer des emplois dans les domaines intensifs, n'est-ce pas, comme la restauration. Les gens mangent quand ils viennent, quand ils font le tourisme. L'hébergement. Les gens doivent dormir quelque part, n'est-ce pas? Les transports. Tout ça, ce sont des secteurs. Et les guides, même quand vous allez dans les parcs, il y a des guides. Les gens doivent être formés. Ça aussi, c'est un frein. La formation de professionnels, la professionnalisation du secteur touristique. Nous devons essayer de promouvoir, comme hier d'ailleurs ici au niveau de Kinshasa, avec la journée mondiale du tourisme qui était organisée ici à Kinshasa. L'idée était comment former nos jeunes dans ce secteur du tourisme. Comment pouvons-nous promouvoir le tourisme éducationnel pour que les jeunes, déjà au niveau de l'école secondaire, peuvent penser qu'ils peuvent être formés dans le cadre du tourisme. Dans ces cadres-là, le ministère Mazenga est en train de s'y atteler pour entrer en bilatéral, faire des accords avec les pays comme la Côte d'Ivoire. Je venais d'ailleurs de visiter la Côte d'Ivoire pour voir un peu comment eux s'organisent au niveau du tourisme. J'étais là il y a un mois où j'ai visité tous les systèmes touristiques de la Côte d'Ivoire et comment ils sont organisés. Eh bien, il y a des contrats qui se font entre nous, les protocoles d'accord, qui va se signer bientôt à Lubumbashi, entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Nous avons également un protocole d'accord en vue avec le Maroc. Okay. Parce que nous devons former nos cadres dans le domaine du tourisme. Avec le Maroc, ils sont très avancés au niveau de formation. Presque tous les pays africains envoient leurs cadres en formation au Maroc. Et pourquoi pas ouvrir une école ici sur place. Alors, dans le cadre de partenariat public-privé, parce que l'État n'a pas de ressources suffisantes pour créer toutes ces infrastructures seul. Et quand l'État n'a pas des infrastructures, des ressources suffisantes, des moyens financiers suffisants, eh bien, l'État utilise l'approche qu'on appelle partenariat public-privé, les PPP. Dans ce sens-là, déjà, nous sommes en contact avec des investisseurs potentiels canadiens qui sont en ville pour discuter la potentialité de développer 8 villages touristiques, entre autres le site touristique de l'Ancélé. Donc ce sont là des mesures concrètes que vous avez mises en place. Que nous sommes en train de mettre en place. Pour attirer des investisseurs. Pour attirer les investisseurs qui vont construire les infrastructures. Sur base de ces infrastructures, nous allons attirer, n'est-ce pas, les touristes et domestiques et internationaux. Mais existe-t-il un plan national de développement des infrastructures touristiques, notamment routes, aéroports, hôtels et télécommunications? Oui, il y a un plan national touristique qui existe, mais qui n'est pas mis en application. Mais pourquoi? Suivant la loi, je pense la loi 008/018 du 9 juillet 2018, il y a tout un plan, il y a les principes fondamentaux qui sont décrits dans cette loi-là, sur base évidemment de la Constitution. Ces principes qui veulent qu'on valorise le potentiel naturel touristique de notre pays, qu'on puisse promouvoir justement le tourisme au niveau international comme au niveau domestique, qu'on puisse investir dans le domaine touristique. Il faut une volonté politique, et cette volonté politique aujourd'hui existe par le chef de l'État lui-même qui veut faire de ces secteurs réellement un secteur vecteur de développement économique de notre pays. Mais comment pensez-vous transformer la richesse culturelle congolaise, notamment la musique, la danse, l'art, les modes, la gastronomie, en véritable produit touristique rentable? C'est important de le faire. Si vous venez à Lubumbashi la semaine du 13 au 17 octobre, eh ben, nous organisons ce que nous appelons la semaine congolaise du tourisme. Et là-dedans, nous avons pas seulement les panels où les gens vont réfléchir de comment investir, comment professionnaliser le tourisme, mais aussi il y aura la gastronomie touristique.
il y aura la gastronomie locale, mais également la gastronomie internationale. Okay. Il y a donc des restaurants qui sont français, des restaurants libanais, des restaurants belges, des restaurants ghanéens, africains, qui vont être présents pour présenter, n'est-ce pas, la gastronomie internationale, mais également la gastronomie congolaise. Ça, c'est très important. Ça va se passer où? À Lubumbashi. À Lubumbashi. Pourquoi à Lubumbashi? Bon, c'est dans la politique qui a été mise en place. Nous sommes à la 5e édition de cette semaine congolaise du tourisme. Ça a commencé évidemment avec la première édition qui a eu lieu ici à Kinshasa, et il avait été décidé alors que ça devait faire le tour de province. Cette fois ici, nous sommes partis de la 2e et 3e semaine. Je pense que la 2e semaine avait eu lieu à Lualaba, dans Lualaba, à Kolwezi, et puis dans le Congo central, ensuite à Kinshasa. Maintenant, c'est le temps qui arrive pour le Haut-Katanga. Donc ça sera le Lubumbashi cette fois, et l'année prochaine, certainement, ça sera dans une autre province. Dans une autre province. Voilà. À Kinshasa, ce n'était pas avec vous? À Kinshasa, ce n'était pas avec nous. Nous étions dans le Congo central quand nous étions là la dernière fois, et maintenant encore, nous allons maintenant à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ou sinon, vous aviez trouvé l'état du ministère parfait, conforme? Non, il n'y a jamais de parfait quand on gère une institution comme un ministère. Il y a toujours des améliorations qui peuvent se faire. Il y a le principe de continuité des services publics, n'est-ce pas? Ils ont commencé, ils sont arrivés à un niveau, maintenant nous prenons cela, nous continuons, tout en maximisant ce qu'ils ont laissé comme potentiel positif, et on maximise sur ça, et on améliore, et on continue. L'idée, c'est vraiment d'entrer en partenariat avec le privé, le secteur privé, pour construire des infrastructures qui peuvent maintenant faire de la République démocratique du Congo réellement une destination touristique. Vous êtes satisfait de la gestion de votre prédécesseur? On ne peut pas juger la gestion de notre prédécesseur parce que nous n'étions pas là. Et maintenant, je pense que nous sommes là pour voir qu'est-ce qui a été fait de positif. Parce que comme vous savez, les ministères sont composés, n'est-ce pas, du cabinet politique qui est là temporairement, mais il y a le secrétariat général qui est l'institution, l'administration de carrière qui fait que les choses ne s'arrêtent pas. Donc nous travaillons avec cette arme administrative technique pour faire avancer les choses, commencer là où les collègues ont laissé pour continuer et poursuivre la reconstruction ou même la construction, je peux dire, de ces secteurs touristiques que le chef de l'État veut réellement productifs. Votre retour à la tête de ces portefeuilles, je disais tantôt, c'est pour la 2e fois que vous y revenez. Et cela, ça symbolise-t-il quelque chose? Non, mais le symbole, c'est la confiance que le chef de l'État a à son Excellence, Maître Didier Mazenga Mukanzu. Vous savez, il a toujours l'idée, cet esprit, ce slogan de dire qu'il salunantoa la kotubananima. Le travail d'abord, effectivement. Oui, et puis le reste, on peut parler. Donc, c'est un monsieur, son Excellence, monsieur le ministre, qui aime le travail et qui fait son travail, et il le fait bien, selon la vision du chef de l'État, et je pense que c'est une des raisons pour... C'est son 5e mandat. C'est son 5e Comment mandat. il fait Bon, pour gagner toujours la confiance du chef. C'est son 5e mandat. J'ai commencé avec lui quand il était au transport. Ensuite, son Excellence, monsieur le chef de l'État, a voulu nécessaire qu'il aille à l'intégration régionale. Oui. J'étais avec lui à l'intégration régionale. Là, il a battu du bon travail également. Ensuite, son Excellence a voulu qu'il aille au tourisme. J'étais avec lui au tourisme la dernière fois. Et ensuite, il a voulu qu'il reparte encore à l'intégration régionale. Et on est reparti à l'intégration régionale pour la 2e fois. Et maintenant, avec ce 2e gouvernement souminois, son Excellence, le chef de l'État, a voulu qu'il revienne au tourisme pour des raisons qui lui sont propres, pour que sa vision soit réellement accomplie. Et il est là pour exactement
mettre en œuvre cette vision chef de l'État, faire en sorte que les investisseurs étrangers viennent et ils investissent dans ce domaine, construire les infrastructures, mais également former les jeunes gens pour qu'il y ait création d'emplois, mais surtout aussi pour que nous puissions booster les secteurs économiques de notre pays, pour que nous puissions réellement devenir contributeurs, n'est-ce pas, au budget de l'État, à l'ordre même de 7 à 10% comme de d'autres pays africains. Je vous dis tout de suite que quand vous allez en Tanzanie, par exemple, ou même au Kenya, eh ben, c'est un secteur qui contribue énormément à l'économie du pays et même au budget de l'État. J'étais, la première fois quand nous étions au tourisme, j'étais au Cuba. Et comme vous le savez, le Cuba est sous embargo américain. Mais c'est le tourisme qui fait vivre le Cuba. Mais pourquoi pas? Le Cuba ou même le Kenya n'a pas autant de potentialité que la République démocratique du Congo. Effectivement. Et pourquoi pas le tourisme chez nous devenir justement l'alternative potentielle du secteur minier? Parce que le secteur minier n'engage pas une personne sur 10 en République démocratique du Congo. Et vous estimez que l'excellent Didier Mazenga est à la hauteur? Il est à la hauteur de le faire pourvu évidemment que les priorités du gouvernement soient sur ce secteur. Et il l'est, parce qu'il y a des piliers. Les premiers piliers, d'ailleurs, c'est la création d'emplois pour le gouvernement souverain. Et le tourisme peut justement répondre à ces piliers-là pour créer autant d'emplois pour les jeunes aujourd'hui qui ne se retrouvent pas. Quels programmes sont prévus pour protéger et mettre en valeur les patrimoines historiques tels que musées, sites coloniaux et monuments? D'abord, c'est de le réhabiliter, là où il faut réhabiliter, parce que ça a été délaissé pendant longtemps. Okay. Et nous avons justement un programme là-dessus pour la réhabilitation. J'ai parlé des investisseurs canadiens qui arrivent. Le premier site à réhabiliter, c'est Lancelé, qui sera réhabilité. Nous n'avons pas que Lancelé. Il y a d'ailleurs 8 villages touristiques qu'on veut réhabiliter, mais il veut commencer avec Lancelé, Lomene, et puis lac Maïndombe. Il y a l'hôtel Maïndombe qui doit être réhabilité également, qui est sur cette liste-là, mais également le lac Munkamba. Je pense que vous connaissez le lac Munkamba. Effectivement. Ben, c'est un site potentiellement énorme pour notre pays et qui peut justement créer non seulement l'emploi, mais également amener des ressources économiques importantes, n'est-ce pas, dans notre pays. Il y a d'autres sites qui sont sur cette liste-là, il y a 8 au total. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons y avancer. Évidemment, notre secteur ne peut pas travailler comme un silo, comme un îlot qui est isolé. Nous travaillons au sein du gouvernement avec d'autres ministères, comme le ministère des Transports. Et bien, l'accès au site doit passer par le transport, soit les routes, soit les aéroports, soit les rivières, n'est-ce pas? Il faut améliorer ces systèmes de transport-là. À Kinshasa, pour aller à Lancelé, eh ben, on peut prendre la route. Mais avec les embouteillages actuels, le bouchon actuel, eh ben, si on avait amélioré les systèmes d'utiliser le fleuve Congo, comme vous voyez, ça c'est une route qui est là, mais qui est inexploitée. Donc si on peut exploiter la rivière, eh ben, ça peut améliorer l'accès au site touristique de Lancelé. Si on peut améliorer les trains urbains, ça peut améliorer l'accès aux sites touristiques, non pas seulement pour les étrangers qui viennent, mais également, comme je l'ai dit avant, dans le cadre du tourisme domestique, aussi ouvrir la voie vers nos enfants à exploiter ce qui existe déjà, même autour d'eux, ici à Kinshasa. Ils peuvent visiter le Bonobo aussi avec des trains. Ils peuvent visiter le site touristique de Lancelé. Ils ont entendu parler de ça. Mais peut-être, ils habitent la Gombe, ils habitent Ngaliema, ils n'ont pas eu le temps d'y aller à cause des difficultés d'accès. Nous devons diversifier justement ces infrastructures-là de transport surtout pour que les gens puissent être en mesure d'explorer leur potentiel qui existe déjà ici dans notre pays. J'ai l'impression que vous venez recommencer tout à zéro avec ces ministères. Non, on ne commence pas tout à zéro, on réhabilite ce qui existe. Mais tous ces temps, ça n'a pas été fait, cette réhabilitation.
Oui, mais si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a eu... C'était quoi, problème de moyens? C'était problème de ressources humaines, pas seulement humaines, les ressources humaines, nous en avons assez. Je pense que ce sont des ressources financières et matérielles qui font défaut. Et maintenant, l'État fait de ça une priorité, pas seulement que l'État lui-même peut financer, mais que le secteur privé peut intervenir dans les financements, mais ça dépendra de type de contrat qu'on peut mettre en place. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine financier les BOT, Build, Operate and Transfer, c'est-à-dire les privés construisent, ils gèrent pendant une durée donnée, et puis il retransfère ce qu'il a géré, après avoir récupéré ses bénéfices, il retransfère ça à l'État. Ça peut nous donner des moyens de notre action au niveau de notre pays et au niveau de notre secteur. Voilà ce qui s'est fait pour le moment. Comment comptez-vous impliquer les artistes et créateurs congolais dans la promotion touristique du pays? Ça, c'est important. Dernièrement, nos collègues qui viennent de quitter le ministère ont organisé ici au niveau du Palais du Peuple et en face au niveau du centre culturel artistique pour l'Afrique centrale. Ouais. Ils ont organisé un festival de musique et de tourisme. Ça a aidé justement... Mais ça n'a pas eu d'ampleur. Bon, ça a eu d'ampleur. Le chef de l'État était là. Quand le chef de l'État est là, c'est déjà du marketing par soi-même, n'est-ce pas? C'est du marketing par soi-même. Ça a eu de l'ampleur. Il y a eu pas seulement l'ampleur au niveau de la promotion à l'interne, mais aussi à l'externe. Y a-t-il des retombées? Bon, les retombées, on va le savoir. Les retombées, c'est effectivement le fait que ça va encore s'organiser l'année prochaine. C'est déjà une bonne chose, c'est que ça a eu une bonne répercussion au niveau de l'organisation actuelle. Évidemment, il y a des choses que nous pouvons corriger et faire mieux pour que ça ait un impact largement visible à travers le monde. Parce que ça aussi, c'est ça qui attire le monde extérieur, les touristes internationaux, pour dire, ah, tiens, ça se passe, eh bien, qui a visité? Bon, il y avait évidemment le chef, le président de l'Organisation mondiale du tourisme qui était là, ça c'est déjà exceptionnel. Il y a l'ONU Tourisme qui était là, les membres de cette organisation. Il y a des pays africains, des pays amis qui étaient là. Ça, c'est déjà idéal. Mais juste après, y a-t-il des investisseurs qui se sont présentés, qui sont venus? Je vous parle des investisseurs canadiens, ils ne sont pas seuls. Je pense que nous avons tout un amalgame de gens qui veulent investir dans ce secteur et nous sommes en train justement de parler avec ces investisseurs potentiels parce qu'il faut voir aussi les capacités des investisseurs d'investir effectivement. Est-ce qu'ils en ont le moyen? Ça, nous devons étudier pour faire en sorte que réellement, quand ils viennent, eh ben, ils vont investir pendant la durée dont ils ont dit ils vont investir. Effectivement. Voilà. Le tourisme peut-il devenir un outil de diplomatie positive pour améliorer l'image de la RDC dans le monde? Oui, bien sûr. Bien sûr, en commençant d'abord à l'interne, comme nous venons de le dire, en construisant les infrastructures, ça c'est un. Deuxièmement, en améliorant justement ces phénomènes de tourisme culturel, la musique, l'art, parce que quand les gens viennent, eh bien, ils veulent bien voir qu'est-ce qui s'est produit au niveau du Congo, au niveau de l'art. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent acheter comme cadeau, par exemple? Donc ça, c'est important. En améliorant l'accès justement aux infrastructures, les gens qui viennent. Écoutez, à l'est du pays, le parc de Virunga, parce que nous les partageons presque avec deux autres pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Eh bien, les touristes qui viennent au Rwanda et qui viennent en Ouganda, qui visitent ces gorilles-là, payent 5 000 $ pour visiter. Alors, les jeunes touristes internationaux veulent voir les gorilles. Et quand ils payent 5 000 $, ce n'est pas une personne qui vient. Donc, il y a énormément de ressources qui sont pillées, à mon point de vue, par rapport à l'occupation actuelle de notre pays. Donc l'amélioration de la sécurité et le retour de la paix de notre pays va nous aider effectivement à aller de l'avant, à créer des richesses au niveau du tourisme, mais aussi à continuer à améliorer les infrastructures touristiques qui vont aider notre pays à l'exposer à l'extérieur.
ça devient un soft power. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le tourisme comme des gens qui deviennent vos ambassadeurs, qui vont aller maintenant parler de l'image du pays, qui s'améliore, n'est-ce pas? L'amélioration de l'image profite à la diplomatie congolaise. Ça, c'est très, très important. Et ce qui profite aussi à la diplomatie congolaise, c'est ce que j'ai dit avant, les protocoles d'accord en bilatéral comme en multilatéral. Quand vous entrez en accord avec d'autres pays, eh ben, vous partagez les expériences dans le cadre du tourisme avec ces pays-là. Il y a des visites d'expériences qui se font. Ils deviennent aussi vos ambassadeurs. Ils deviennent des gens qui peuvent parler de la diplomatie congolaise, n'est-ce pas? C'est important, justement, cette diplomatie dans le soft power. Soft power, qui signifie tout simplement vous utilisez ce qui est là pour améliorer l'image du pays et ça va aider à promouvoir le tourisme dans ce sens-là. Vous avez certainement entendu parler de contrats qu'il y a eu, peut-être pas avec nous, mais avec le gouvernement sortant, avec le club comme AS Milan de l'Europe, où on met RDC, n'est-ce pas, destination touristique. Ça, c'est une promotion. Mais évidemment, une bonne promotion, mais qui doit se faire tout en tenant compte d'abord des infrastructures internes. Quand les gens ont cette promotion, ils veulent visiter. Ils vont visiter quoi? Donc, c'est ça que nous devons mettre en place, n'est-ce pas, pour que le Congolais s'approprie justement de ces potentialités énormes, pour que le tourisme devienne effectivement l'alternative aux minéraux. Parce que les minéraux, un jour, n'en auront pas, mais le tourisme, ça continuera d'être là. Voilà, c'est très important. Effectivement. Quelle collaboration régionale existe entre les pays voisins pour développer les circuits touristiques transfrontaliers? Ça, c'est très, très important. Il y a des partenariats dans le cadre même de notre participation dans des institutions économiques régionales. Nous sommes dans la SADC, évidemment dans ce cadre-là, tous ces pays de la SADC ont des accords, pas seulement dans le cadre du tourisme, mais dans beaucoup d'autres cadres. Mais ce qui nous manque, c'est l'efficacité justement de la collaboration régionale dans le cadre des visas. Les visas, quand on demande des visas aux voisins ou même des pays régionaux qui doivent venir au Congo, ça freine un peu le long. Il y a d'autres pays qui ont amélioré ces systèmes-là. Il y a des visas qu'on appelle des visas touristiques qui peuvent appliquer en ligne. Et ils appliquent en ligne, ils le reçoivent immédiatement et ils sont dans votre pays pour 5 jours, 6 jours, ils sont partis. Voilà. Mais quand vous devez passer par les voies traditionnelles, que je peux appeler les ambassades et tout ça, ça prend le temps, eh bien, quelqu'un qui a les vacances de 5 jours, il ne va pas attendre. Alors, il va rater, il va aller là où c'est ouvert. Donc, ça, nous devons améliorer dans le cadre régional pour la gestion de tourisme transfrontalier, eh bien, nous devons améliorer la sécurité. Nous pouvons bien améliorer ce tourisme-là entre l'Ouganda et le Rwanda, par exemple, s'il n'y avait pas de guerre. Nous sommes des voisins, nous sommes obligés, contraints de vivre dans la paix. Et si on était dans la paix, eh bien, ce sont des choses que nous pouvons gérer. Il y a des gorilles congolais qui sont peut-être maintenant au Rwanda, justement. Oui. Donc, comment on peut justement gérer ce potentiel qui existe entre nos 3 pays dans la paix et dans la sécurité. Nous le faisons justement déjà avec la Zambie, par exemple. Nous le faisons avec d'autres pays, même au-delà de frontières, avec le Zimbabwe, avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays de la SADC. Nous les faisons dans le cadre de la CAC avec notre voisin ici à côté, le Congo-Brazzaville. Donc il y a lieu d'améliorer tous ces aspects-là, mais l'Afrique doit se décider d'aller de l'avant dans la paix et la stabilité, dans le respect, n'est-ce pas, des autres États pour que ces secteurs puissent se développer effectivement. Claver Mpachi, directeur de cabinet au ministère du Tourisme. La RDC dispose de richesses uniques, telles que le fleuve Congo, il y a Virunga et la forêt équatoriale. Comment vous,
pensez utiliser ces atouts dans la diplomatie économique et culturelle? Une question complexe. Dans le domaine culturel, le potentiel que nous avons, nous devons travailler ensemble avec l'ICSN, j'ai dit avant, qui gère les aires protégées comme le parc. Mais nous devons, dans le domaine culturel, aussi utiliser le fleuve. Le fleuve Congo, c'est une potentialité énorme qui traverse tous les pays. À une certaine époque, il y avait des bateaux qui sillonnaient, n'est-ce pas, le fleuve, et il y avait des touristes qui utilisaient ces bateaux-là pour voir des différentes cultures qu'égorge, n'est-ce pas, notre pays. Des gens qui passaient ici vers Kwamouth, vers le Grand Bandundu à l'époque, maintenant les Maïndombe, vers les provinces de l'Équateur, de l'époque les Grands Équateurs, jusqu'à vers Kisangani. Donc c'est important qu'on puisse reconstruire ces éléments-là en mettant un transport qui soit efficace et rapide, et ça va nous éviter toutes ces histoires de baleinières qui traversent le fleuve la nuit et il y a des accidents, tout ça. Mais c'est un potentiel énorme. Le fleuve lui-même, c'est un potentiel énorme. La forêt équatoriale, c'est un potentiel énorme parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Notre pays est merveilleux. Il est merveilleux, mais non exploité à cause de manque d'accès efficace vers ces zones-là. Ces sites, c'est pas facile de pénétrer, c'est pas facile d'y arriver, et nous devons ouvrir ces voies-là. Et c'est dans ce sens-là que le ministre Didier Mazenga Mukanzu, le ministre du Tourisme, est en train de s'impliquer pour voir un peu comment diversifier même les investissements, pas seulement se limiter au niveau des infrastructures touristiques, mais également l'accès. Les aéroports. Au Kenya, le ministre du Tourisme a des avions. Ah oui, mais comment vous allez faire visiter les gens le parc d'Upemba? Comment vous allez y arriver par route? Eh bien, il y a des herbes naturelles qu'on peut visiter là-bas, mais que les gens n'ont pas le temps de visiter à cause du manque d'accès. Mais si le ministère du Tourisme avait 2, 3, 4 avions, les petits porteurs, eh bien, il y a des gens qui ont des moyens, qui veulent bien visiter ces parcs-là. C'est en mettant ce moyen-là de transport, d'ouverture et d'accès à ces potentiels que nous avons, que nous allons ouvrir notre pays à la diplomatie de soft power, à la diplomatie d'influence, en utilisant justement ces gens qui viennent, les gens qui viennent visiter ces parcs-là, qui peuvent louer un petit porteur. Ce ne sont pas des petits gens, hein. Ce sont des gens influents et dans leur domaine, ils peuvent influencer aussi leur pays pour que la stabilité puisse être réelle dans toute l'étendue de notre pays. Nous pouvons compter sur Didier Mazenga. Il faudra compter avec Didier Mazenga pour le faire, mais comme vous le savez, le pays a d'énormes secteurs qui doivent travailler en collaboration et en synergie. Parce que les transports doivent travailler en synergie avec le tourisme, la culture doit travailler en synergie avec le tourisme, l'économie doit travailler en synergie avec le tourisme, et nous allons y arriver pour que le tourisme devienne réellement une alternative potentielle aux ressources minières. Effectivement. Mais l'insécurité dans certaines régions est un frein majeur. Quelles garanties les gouvernements donnent-ils aux touristes étrangers et locaux? Bon, les garanties, évidemment, pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que le pays soit rétabli dans sa souveraineté et dans toute son étendue. C'est-à-dire mettre fin à la guerre d'une façon ou d'une autre. Mettre fin à la guerre, je l'ai dit dans une autre émission où j'ai parlé en anglais, c'est la formation d'une armée forte qui met fin à la guerre.
Mais quand l'armée n'est pas encore forte comme chez nous, parce que l'armée était complètement infiltrée, maintenant qu'on commence à petit à exfiltrer. Et ça prend du temps. Ça va prendre du temps parce que ça a pris beaucoup de temps aussi pour infiltrer. En attendant, l'ennemi est en train de gagner du terrain à l'Est. Il ne va pas gagner du terrain à l'Est parce qu'il y a certainement la diplomatie aussi qui s'implique. Si ça marche avec ce qui se passe à Washington, bientôt là, je pense que c'est le mois prochain, il y aura une signature d'un contrat là-bas. Et si effectivement les États-Unis peuvent s'impliquer, je pense que ce qui se passe à l'Est peut se terminer. À Doha, évidemment, ce qui se passe à Doha, c'est ça à l'interne, avec, entre guillemets, le M23 et AFC, mais ça, c'est à l'interne. À l'interne, nous allons trouver l'unité. Les Congolais peuvent s'entendre. Dès que les gens peuvent s'entendre, le chef de l'État aura maintenant ces moyens, parce que ces moyens sont en train d'être gaspillés pour aller à la guerre inutile qui nous est imposée. Ces moyens peuvent être dirigés vers le tourisme, par exemple. Voilà. Donc nous avons des moyens qui sont gaspillés pour le moment, à mon sens, mais cela, ça nous enseigne une leçon qui est importante. C'est-à-dire, même quand vous êtes dans la paix, vous devez toujours préparer la guerre. Donc, vous devez avoir une armée forte, mais une armée de patriotes. Alors, ça s'est fait déjà avec le recrutement actuel. On s'assure que ce sont vraiment des Congolais qui ont la loyauté au Congo et qui sont patriotes qu'on est en train de recruter pour protéger, n'est-ce pas, leur pays. La protection de notre pays dépend de tous les Congolais partout où ils sont, n'est-ce pas? Donc nous devons protéger non seulement nos frontières, mais nous devons également protéger nos ressources. Et ces ressources-là, c'est ce que je dis, ce ne sont pas seulement des ressources minières, mais la potentialité que nous avons dans le cadre du tourisme, c'est énorme. Nous avons les eaux à protéger, parce que les pays, là où il y a la sécheresse, quand l'eau va manquer, ils vont venir chercher chez nous. Et si nous n'avons pas une armée forte pour protéger les eaux du Congo, eh ben, c'est notre souveraineté qui est aussi en train d'être entamée. Donc nous devons tout faire dans ce sens-là pour que nous puissions aller de l'avant, mais en protégeant la souveraineté congolaise, en protégeant la frontière de notre pays, toutes les frontières de notre pays. Nous avons 9 pays voisins, évidemment. Nous avons énormément de travail à faire dans ce cadre-là. Le manque d'infrastructures modernes est une réalité. Quelles zones touristiques prioritaires bénéficieront d'investissements en premier? Bon, pour le moment, je pense que nous sommes en train de voir Kinshasa, évidemment, comme une zone prioritaire. Pas Sud Kivu et Nord Kivu? Sud Kivu, oui, nous avons le parc de Kaouzi Biega qui est là, mais sous occupation, vous ne pouvez rien faire. Nord Kivu, nous avons Virunga qui est là, nous avons les volcans. Vous savez, c'est un site touristique important qui ne peut pas être utilisé en ce moment ici. Mais nous avons également la Chopo, province de la Chopo et Maniema, n'est-ce pas, avec le parc Lomami, n'est-ce pas, qui engorge la faune et le flore, la grande forêt équatoriale et autres, qui sont des potentialités énormes d'exploitation touristique. Là, c'est évidemment manque d'accès. Il faut créer ces accès-là. C'est aussi une priorité pour nous. À travers l'ICCN, comme ce sont des aires protégées, l'ICCN est là, le ministère de la Défense, évidemment, le ministère de l'Environnement, parce qu'on parle, vous avez dit ça à l'introduction, on parle du développement du tourisme, du développement durable du tourisme. On va vers l'économie verte, on va vers la protection de l'environnement. Donc tout cela, c'est important et c'est prioritaire. Nous avons beaucoup de sites à travers tout notre pays, à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais nous devons avoir des ressources pour essayer de développer un plan cohérent, n'est-ce pas, d'investissement systématique et systématisé dans le cadre du développement réel de notre potentiel. Et ça ne se fait pas en un mandat. C'est tout un plan qui peut se faire en 2 mandats, 3 mandats du chef de l'État. Donc c'est un principe de continuité de service public. Même après nous sommes politiques, nous ne sommes plus là. Eh bien, si les gens sont organisés, ils trouvent un plan, eh bien, ils continuent.
améliorer. C'est question d'améliorer. Là où les gens s'arrêtent, on améliore. Voilà l'idée. Claver Mpachi, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Je prends la première question et elle est signée Précis Mbenza. Précis dit, Excellence, comment comptez-vous encourager les Congolais eux-mêmes à devenir les premiers touristes dans leur propre pays? Très bien, Précis Mbenza. Oui. C'est une très bonne question. Moi, je pense que les Congolais doivent, s'approprier du tourisme. Ils doivent participer à la création, n'est-ce pas, des unités touristiques. Les unités touristiques ne sont rien d'autre comme des restaurants, comme des hôtels, n'est-ce pas, comme des transports, comme des agences de voyage. Les Congolais doivent s'impliquer là-dedans. Ça, c'est un. De deux, les Congolais doivent s'impliquer aussi dans la formation. Ils doivent participer, devenir des professionnels. Il y a quelqu'un qui a utilisé l'exemple d'un taximène. Mais le taximène, c'est lui qui prend les gens, les touristes qui viennent à l'aéroport, qui commence déjà à leur dire « Voici Kinshasa, voici ce que vous allez découvrir. Et ici, nous dépassons par exemple l'échangeur de l'Imité. » Voilà. Donc, nous devons nous approprier de ça. Nous devons devenir des acteurs actifs, n'est-ce pas, du tourisme et non passifs. Nous devons également essayer d'aider nos enfants à s'impliquer et à choisir la formation touristique comme étant une formation qui va leur permettre de travailler, de trouver le travail, de l'emploi. De l'emploi comme guide, par exemple, dans les parcs. De l'emploi comme un professionnel dans le domaine touristique, de l'emploi comme formateur de formateurs. Il y a beaucoup de travail à faire plutôt au niveau du secteur touristique que nous devons, nous Congolais, ne pas rester en dehors de ça. Dans la culture, la musique, nous sommes déjà là. Notre patrimoine culturel est connu partout au monde dans ce domaine-là. Nous devons continuer à créer, nous devons continuer à innover. Et c'est uniquement de cette manière-là que nous devons devenir acteurs potentiels que nous sommes, mais devenir acteurs actifs et réels au niveau de ce secteur du tourisme. Je prends la deuxième question. La deuxième question est signée Elie Monguicho. Elie dit, Monsieur Claver, je suis à Bukavu. Au-delà d'être directeur de cabinet, vous êtes aussi au cadre du parti Lumumbiste Unifié. Ici, à Bukavu, je suis dans une grande souffrance, mais j'aimerais quand même savoir que pense le parti pour nous qui sommes dans cette région sous occupation de rebelles, dont c'était militant. C'est une bonne question, camarade. Vous êtes à Bukavu, je vous dis que j'ai étudié à Bukavu, à l'ISP Bukavu, donc je connais Bukavu, je m'approprie d'ailleurs la ville, je dis je suis de Bukavu, même si je suis du Kwilu. Donc je compatis avec tous les citoyens du Sud Kivu, y compris ceux qui vivent dans ma ville de Bukavu. On est de cœur avec vous. Eh bien, l'unique façon de faire quand on est sous occupation, c'est d'être prudent dans ce que vous faites, mais aussi de participer tant soit peu à l'activité locale, parce que le tourisme, ce n'est pas seulement à l'international, même à la locale, là, au niveau local, au niveau où vous êtes, de participer à ça. Quant au Palou, évidemment, il y a toute une direction ici à Kinshasa qui est de cœur avec vous. Nous avons certainement les gens qui représentent le Sud Kivu, même au niveau du cabinet, qui sont là, qui devaient en principe être en contact avec tous les camarades au niveau de Bukavu et au niveau de Vira. Je suis en contact avec ceux qui sont au Vira. Déjà hier, j'avais reçu beaucoup d'informations là-dessus au niveau du tourisme. Ils ont même organisé la journée mondiale du tourisme à Ovira, au bord du lac.
Donc c'est très très important que vous continuez à vous impliquer. Mais les partis est de cœur avec vous. Je pense que cette guerre d'occupation-là va se terminer et le gouvernement congolais s'y attelle, mine de rien, à faire en sorte que cette guerre puisse se terminer, qu'il y ait stabilité et qu'il y ait paix dans notre pays, dans toutes ses étendues. Merci. D'ici 5 ans, à quoi ressemblera concrètement le tourisme congolais si votre stratégie actuelle réussit? D'ici 5 ans, si les stratégies que l'excellence Didier Mazenga met en place réussissaient, eh ben, le tourisme deviendra un des secteurs importants de la République quant à la contribution à son PIB. Donc nous pensons que nous allons améliorer effectivement la contribution du tourisme au niveau du trésor public, au niveau des recettes de l'État. Ça va aller peut-être de moins d'1% que ça y est maintenant à plus de 7% d'ici 5 ans. Ça c'est important parce que certainement il y a des ressources qui nous échappent. Comme j'ai dit à l'Est avec la guerre, ces ressources-là nous échappent. Le manque de transport qui ne finance pas le tourisme aujourd'hui, cet aspect-là nous échappe. Je pense que si nous pouvons recouvrer les ressources du transport, que ce soit dans le Haut-Katanga, que ce soit dans le Lualaba, il y a beaucoup de véhicules qui vont vers l'Afrique du Sud, qui ne sont pas taxés au niveau des ressources touristiques. Eh bien, ces finances-là peuvent être versées vers le trésor public pour améliorer les recettes. Deuxièmement, il y aura amélioration des infrastructures, non pas seulement à Kinshasa, mais nous sommes en train de travailler prioritairement pour beaucoup plus d'autres provinces, surtout le lac Monkamba sera un des lacs qui sera pris en compte au niveau des priorités. Il y a d'autres sites dans d'autres provinces qui sont en train d'être considérés, dans le Mai-Ndombe, dans la ville-province de Kinshasa, et dans le Congo central, la route des esclaves. Nous devons essayer de réhabiliter ça. Ça mènera évidemment le tourisme vers ce que j'appelle la gâchette touristique. La gâchette touristique, c'est comme Frantz Fanon a dit que le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Mais moi, j'ai dit c'est la gâchette touristique également. Parce que ça va déclencher justement l'économie, ça va devenir un vecteur réel de développement économique, socio-culturel de notre pays. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Claver Lumana Mpashi, l'émission touche à sa fin. Avez-vous un dernier mot, soit un message adressé à tout le peuple congolais qui vous suit présentement là? Oui, merci monsieur le journaliste. Le dernier message que je peux dire, c'est que nous, Congolais, nous devons nous impliquer à devenir promoteurs du tourisme dans ce secteur, mais aussi à devenir acteurs réels dans ce secteur de tourisme. Nous devons nous impliquer à faire en sorte que les priorités du gouvernement dans la construction des infrastructures touristiques soient réelles. Parce que la volonté politique est là pour le moment. Nous devons saisir ce moment sous le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour faire en sorte que ces piliers, qui est un pilier de création d'emplois, deviennent réellement créateurs d'emplois. C'est important et sous le ministre Didier Mazenga que cela devienne une réalité vivante alors. Merci de nous suivre cet après-midi de dimanche et j'espère que vous allez vous impliquer pour faire en sorte que vos enfants puissent choisir ce secteur de tourisme comme étant un secteur de formation pour eux-mêmes et pour la future génération qui va faire en sorte que ces domaines deviennent réellement une alternative au secteur minier. Nous ne devons pas seulement compter sur les mines, nous devons compter aussi sur le tourisme. Et comme je l'ai dit, c'est la gâchette touristique qui va déclencher le développement économique de notre pays. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. 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 Merci, monsieur le directeur, d'être venu. Merci de m'avoir eu. Merci d'être Merci, venu. c'est très bien. Merci. Merci. Et nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi cette édition des Salons Patriotiques. Aujourd'hui, grâce à l'apport de Claver Lumana Mpashi, directeur des cabinets
du ministre du Tourisme, nous avons compris que le tourisme ne se résume pas à une simple activité de loisir. Il est un levier puissant de développement économique, culturel et diplomatique, capable de mettre en valeur les richesses de notre pays, de créer des emplois et de renforcer notre rayonnement sur la scène internationale. Nous espérons que cette discussion vous aura apporté un nouvel éclairage sur l'importance de soutenir et de développer le secteur touristique en RDC. Merci à vous, merci à Claver Mpachi et à bientôt pour une nouvelle édition de Salon Patriotique. Restez branchés sur Bravo Télévision pour la suite des programmes.